Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la voirie urbaine et de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le président de la République a commencé par rappeler que lors de la 29e réunion du Conseil de ministres, tenue le 24 janvier 2025, il avait fait état de sa visite d'inspection de travaux d'assainissement et des voiries réalisés autour du grand marché dans le cadre de la modernisation de la ville et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la suite du constat fait, il avait indiqué que tous les travaux de construction, des réhabilitations de la voirie devraient se faire dans un esprit de durabilité, en veillant à ce que nos villes, particulièrement celle de Kinshasa, la capitale du pays, soient prêtes à affronter les défis urbains du futur. À l'occasion, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa ont été engagés à s'appliquer activement dans la finalisation dans les délais et le suivi permanent de tous les travaux dans une collaboration étroite afin de garantir le bon déroulement des projets d'infrastructure tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources y allouées. En dépit des efforts déployés, les défis à relever pour la ville de Kinshasa sont énormes. Face à la dégradation de sa voirie et de son système d'assainissement, cette situation entrave gravement la circulation des habitants et impacte leur qualité de vie. Pour parer à cette situation de dégradation, il est impératif que le gouvernement central et le gouvernement provincial de Kinshasa agissent rapidement en prenant des mesures afin de permettre à la population quinoise de vivre dans un environnement sain et accessible. Ainsi, le président de la République a invité Madame la Première ministre à mettre en place une commission ad hoc qui devrait être composée des membres de son cabinet, des différents ministres concernés ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa afin d'évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Il apparaît nécessaire qu'un mécanisme d'évaluation périodique soit mis en place afin de s'assurer de l'effectivité des travaux. L'objectif de cette commission sera de formuler des recommandations concrètes et de proposer des mesures d'urgence pour remédier à cette situation déplorable. Le président de la République a insisté pour que les mesures à prendre comprennent des solutions durables qui permettront non seulement de restaurer les infrastructures existantes, mais aussi de prévenir de futures dégradations. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'affectation de nouveaux magistrats. Le président de la République est revenu sur l'offre des services de magistrats qui, depuis plusieurs années, était en deçà de la moyenne universellement admise. Car pour un pays comme le nôtre, avec une population d'environ 100 millions d'habitants, il était inadmissible que nous n'ayons il y a peu qu'environ 3000 magistrats. Pour combler les déficits d'effectifs constatés et pour garantir l'accès de nos concitoyens à la justice, le gouvernement avait dans la suite de ses instructions procédé en 2022 au recrutement sur concours de 5000 nouveaux magistrats, aussi bien civils que militaires. Dans le cadre de cette importante initiative, un premier lot de 2500 magistrats a été nommé et affecté en 2023. Par ses récentes ordonnances du 28 mars 2005, le président de la République venait de nommer le second lot de 2500 magistrats, consolidant ainsi les efforts entrepris pour renforcer notre appareil judiciaire. Cette démarche, a-t-il précisé, témoigne de notre volonté inébranlable d'améliorer significativement la distribution et l'administration de la justice sur l'ensemble du territoire national. Dans cette perspective, il est impératif que le gouvernement, en étroite collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, accélère les processus de formation, de mécanisation et d'affectation des magistrats nouvellement nommés. Il a engagé pour ce faire la Première ministre, le président du Conseil supérieur de la magistrature, les ministres d'État, les ministres de la Justice et garde-sceaux, les ministres d'État, ministres du budget, ainsi que le ministre des Finances, à s'est penché sur la mise en œuvre rapide et efficace de nouvelles nominations pour permettre de combler
l'absence des magistrats encore remarquée dans certains ressorts, de fluidifier les traitements des affaires judiciaires et d'assurer un fonctionnement optimal des juridictions à travers le pays. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la nécessité de sécuriser les substances minérales stratégiques au regard du contexte sécuritaire actuel. C'est dans ces cadres notamment que les 3 T désignant le tungstène, tantal et étain ont fait l'objet de la réunion qu'elle a présidée avec les experts de la primature, du ministère de Mines, du cadastre minier, du service d'assistance et d'encadrement de mines artisanales et de petite échelle, SAE-MAPE, ainsi que de l'entreprise générale du cobalt, en vue d'élaborer un projet stratégique pilote pour l'encadrement de l'approvisionnement durable des minerais de 3T, en particulier les coltans, dans les zones pilotes de Manono et de Malembankoulou. L'autre point abordé par la première ministre chef du gouvernement concernait la nécessité de développer des projets le long du corridor de Lobito. Le gouvernement italien a lancé à ses propos une nouvelle approche de partenariat avec le continent africain qui incarne le changement conceptuel vers de partenariats mutuellement avantageux tel qu'inscrit dans le plan Mattei qui privilégie l'identification conjointe de priorités avec les partenaires africains. Les questions relatives aux infrastructures de connectivité, notamment les cas du corridor des Lobito, ont été abordées. À ces sujets, plusieurs pays africains disposent déjà des projets intégrateurs. Ainsi, la Première ministre a demandé au vice-premier ministre, ministre de Transport, et au vice-premier ministre, ministre du Plan, chacun ce qu'il concerne, de superviser et d'accélérer les processus d'élaboration des projets des développements le long du corridor de Lobito dans notre pays. Ils seront accompagnés par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, celui de l'Industrie et PME, du Commerce extérieur, des postes de télécommunications et numériques, de ressources hydrauliques et électricité, ainsi que le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisation chargé de la politique de ville, chacun suivant son domaine de compétences. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, la vice-ministre de l'Intérieur a passé en revue l'État et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population demeure calme, a été marqué spécifiquement par l'attente de la population quant à la poursuite des discussions à Doha pour une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'aggravation de la situation humanitaire des déplacés dans les zones sous contrôle terroriste et les forces rwandaises. Sur le plan sécuritaire, il a été déploré des cas de démolition du patrimoine immobilier de l'État et des actes de spoliation d'une part et d'autre part l'enrôlement forcé des jeunes dans les groupements LUI par la coalition M23 RDF dans la province du Sud Kivu. Dans la province du Nord Kivu, par contre, il a été signalé des actes graves de violation de droits humains, des pillages et des braquages des institutions financières, dont Soficom. À Kinshasa, il a été fait état des déplacements de population dans la commune de Maluku en provenance de Bolobo consécutifs au conflit entre les Teke et les Nounous. Ces déplacés viennent de villages et localités de Bonkui, Mokayambu, Mayala et Samukoro. Au chapitre de sinistres et des catastrophes, la vice-ministre de l'Intérieur a fait l'état des intempéries signalées dans les provinces du Olomami et du Congo central, ainsi que les faits d'incendie enregistrés en Ituri et à Kinshasa. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a informé le membre du Conseil de la situation des opérations sur le terrain et a indiqué que celle-ci progresse significativement dans les zones touchées par les violences armées. Il est revenu notamment sur la coordination des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la traque des ADF et des groupes armés en Ituri et dans le grand nord du Nord Kivu, ainsi que l'affaiblissement de capacité des nuisances des Mobondo dans la zone occidentale de notre pays. Plus spécifiquement, il a fait savoir que sur le front du Grand Nord, les dispositifs établis par les FARDC a permis de contenir les RDF M23 au sud des Luberon. Situation épidémiologique. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale
a présenté la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, essentiellement liée au Mpox et au choléra. En ce qui concerne les Mpox, par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 12e semaine est marquée par une diminution de cas suspects. Quant au choléra, comparé à la semaine dernière, la tendance à la 12e semaine est marquée par une hausse du nombre des nouveaux cas. Cette tendance à la hausse est observée dans 5 provinces, à savoir au Katanga, au Lomami, Lualaba, Nord Kivu et Sud Kivu. Sur un autre point, le ministre de la Santé a également fait le point de manière particulière sur la situation sanitaire dans les zones sous occupation. Ainsi, dans le Nord Kivu, du 25 mars au 1er avril 2025, 3 nouvelles admissions des blessés par balle ont été enregistrées dans les formations sanitaires de Goma et aucun décès. Du point de vue épidémiologique, au cours de la 12e semaine, il a été enregistré 272 cas, dont 59 cas confirmés de Mpox et 214 cas suspects de rougeole ont été notifiés, aucun décès. Dans le Sud Kivu, du 25 mars au 1er avril 2025, 33 nouvelles admissions des blessés ont été enregistrées dans les formations sanitaires de Bukavu, et aucun décès n'a été signalé, portant le cumul de blessés à 1177 et celui des décès intra-hospitaliers inchangé à 29. À propos des maladies épidémiologiques, à la 12e semaine, 485 cas suspects de Mpox ont été notifiés et aucun cas de décès n'a été signalé. Le ministre de la Santé a enfin fait état d'une suspicion de méningite dans les territoires de Kiri. Exemption de visa pour les ressortissants de la Tanzanie par réciprocité dans le cadre de la SADC. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a présenté au Conseil une note d'information relative à l'exemption des visas pour les ressortissants de la République unie des Tanzanie par réciprocité dans les cas de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC. Elle a signalé que dans le cadre de l'exemption des visas pour les ressortissants de pays de la SADC, la République unie des Tanzanie a depuis le 6 septembre 2023 modifié sa loi sur la réglementation de l'immigration en insérant la République démocratique du Congo parmi les pays dont les ressortissants sont exemptés des visas à l'entrée de la Tanzanie. Au nom du principe de réciprocité et dans les soucis de consolider les liens de coopération entre nos deux États, ainsi que la libre circulation au bénéfice de nos peuples respectifs, le ministre des Affaires étrangères venait de notifier la partie tanzanienne de l'acceptation par le gouvernement de la République démocratique du Congo de l'insérer parmi les pays dont les ressortissants sont exemptés des visas dans l'entrée du territoire congolais, et ce en conformité avec l'article 5.d du traité de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, le Conseil de ministres a approuvé les relevés des décisions de la 37e réunion du Conseil de ministres tenue le 28 mars 2025. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. 4 dossiers ont été soumis à examen. Le premier concerne la spoliation et les contrats léonins des concessions du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans les communes d'Elantsele et de Gombe. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a soumis au Conseil les dossiers relatifs à la spoliation et contrats léonins des concessions de son ministère dans les communes de la Gombe et d'Elantsele. Il s'agit particulièrement de la réserve naturelle intégrale dénommée Parc Président Mobutu dans la commune d'Elantsele, la pépinière de Kimpoko, la station météo dans la commune de Ngaliema, la pépinière de Bandalungwa, la concession du ministère de l'Environnement et du Développement durable sur le boulevard du Palais de la Nation dans la commune de la Gombe. À la suite des irrégularités observées, l'équipe des missions a formulé entre autres recommandations de suspendre pour les sites de la Gombe à titre conservatoire les travaux de construction en cours, inviter la société Simokin en vue d'une réévaluation de la convention de partenariat. Pour les sites d'Elantsele, la même décision, suspendre à titre conservatoire les travaux qui ont été engagés. Le président de la République, qui a été particulièrement attentif sur les sujets,
a ordonné la suspension des travaux sur tous les sites en attendant que toutes ces questions puissent être éclairées. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Dossier relevant du secteur de la culture, art et patrimoine. La ministre de la Culture a soumis au Conseil 2 dossiers pour examen et approbation. Le premier concerne la situation de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. À ces sujets, elle a rappelé que cette question est caractérisée par une crise interminable depuis des décennies, poussant certains artistes découragés à conférer la collecte et la gestion de leurs droits aux sociétés étrangères, ce qui prive le pays d'importants revenus de taxes et menace notre patrimoine culturel. Dans la recherche d'une solution durable, une commission spéciale instituée en décembre 2024 a étalé ses activités sur cette séance de concertation avec toutes les parties prenantes au conflit, identifié le problème et a formulé 8 principales recommandations, parmi lesquelles la récupération du monopole accordé aux structures privées, en parenthèse coopératives, et l'attribution à une structure étatique à créer, en l'occurrence une structure étatique à créer, à l'instar de plusieurs pays africains et à diriger par des personnes désignées en fonction d'un critérium prenant compte de la bonne gouvernance, l'éthique, l'expertise en la matière, l'expérience dans la gestion. L'accompagnement de la structure publique à créer, à obtenir l'accompagnement de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en vue de relancer la coopération avec ces organisations internationales. La ministre de la Culture a sollicité l'accompagnement du gouvernement afin de garantir la protection des droits des citoyens, y compris les créateurs d'œuvres de l'esprit et leurs ayants droit. Le deuxième dossier présenté par la ministre de la Culture concernait l'activation de la redevance pour copie privée, prévue dans l'article 68 de l'ordonnance loi numéro 86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et droits voisins en République démocratique du Congo en faveur de créateurs d'œuvres de l'esprit et de la promotion de la culture. La redevance pour copie privée n'a jusqu'à ce jour été activée. Du point de vue de la rémunération des créateurs, la redevance compense les préjudices subis par eux du fait du manque à gagner résultant de l'utilisation massive et gratuite de leurs œuvres. La ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine est revenue successivement sur la notion de la rémunération pour copie privée, ses avantages et sa contribution à l'économie nationale, ainsi que les mécanismes de son recouvrement. Elle a précisé que l'approbation ainsi sollicitée permettra à son ministère, en collaboration avec celui des Finances, d'entamer le travail technique d'experts sur la mise en œuvre de cette activation, devant aboutir à la signature d'un arrêté interministériel au moment opportun. Après débat et délibération, ces 2 dossiers ont aussi été adoptés. Premier festival mondial de l'ONU Tourisme à Kinshasa. Bouclant ce chapitre de dossiers, le ministre du Tourisme a pour sa part soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil les dossiers liés au premier festival mondial de l'ONU Tourisme sur la musique et le tourisme qui se tiendra à Kinshasa du 16 au 18 juillet 2025. La programmation de ces festivals fait suite à l'initiative de notre pays en Punta-Cana, en République dominicaine, au cours de la tenue du 3 au 5 octobre 2024 du premier sommet de commission de l'ONU Tourisme pour l'Afrique et les Amériques. L'initiative de notre pays de créer un tel festival souligne l'importance de la diversité culturelle comme levier de développement touristique et économique. En effet, quand musique rime avec tourisme aux expériences culturelles distinctives et mémorables qui proposent, le tourisme musical devient une nouvelle tendance mondiale. De nombreux spectacles seront organisés pour mettre en exergue l'originalité de chaque destination touristique. Dans cette perspective, ces premiers festivals représentent une belle opportunité non seulement pour mettre en lumière le lien profond entre la musique et le tourisme, mais surtout
de mettre en exergue tout en la valorisant la rumba congolaise devenue élément emblématique du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis décembre 2021. Il promet donc d'être un lieu par excellence de rencontre des peuples et de leurs cultures si diversifiées venues du monde entier. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. 3 textes. Le premier, projet des décrets relevant du secteur de transport. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a soumis au Conseil pour examen et délibération le projet de décret portant fonctionnement d'un système d'échange de renseignements préalables concernant les voyageurs et des données des dossiers passagers en République démocratique du Congo. En effet, dans le cadre de la lutte contre les terrorismes, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté en 2017 la résolution 2396 qui, en son paragraphe 12, demande aux États de mettre en place les moyens de collecter, de traiter et d'analyser les données des dossiers de passagers et de veiller à ce que ces données soient communiquées à toutes les autorités nationales compétentes aux fins de prévenir, de détecter et d'instruire les infractions terroristes et les voyages de terroristes. Ces systèmes étant devenus des normes, ils sont obligatoires et s'imposent à tous les États membres de l'OACI dans la République démocratique du Congo. Le système de renseignement préalable concernant les voyageurs est un système de communication électronique permettant de recueillir et de transmettre aux organismes de contrôle frontaliers avant le départ ou l'arrivée du vol les éléments des données exigés collectés lors de l'enregistrement et de les mettre à la disposition des agents de première ligne à l'aéroport d'entrée. Ce système permet entre autres de fournir les informations sur l'identité des voyageurs, aider à identifier les personnes déjà connues comme celles d'une liste de surveillance de personnes recherchées, contribuer à améliorer le contrôle des frontières et à lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine, réduire la charge de travail des agents de la gestion de frontières grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Projet des décrets relevant du secteur de l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis au Conseil pour examen et délibération le projet des décrets modifiant et complétant les décrets numéro 8/10 du 7 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds des régulations économiques. Il s'agit d'une réponse à la nécessité de renforcer les mécanismes de stabilisation de prix et de garantir l'approvisionnement régulier du pays en produits de base. En effet, le Fonds des régulations économiques a pour mission d'assister les gouvernements dans sa politique d'approvisionnement régulier du pays en produits de base et des stabilisations de prix en visant spécifiquement la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations de dits produits